La force du rap français, c'est l'Afrique. Je m'explique. Sachant que cette musique est intrinsèquement américaine, les influences sont toujours principalement venues d'outre-Atlantique. Sans compter qu'ils ne comprennent rien, un Américain qui écoute du rap français va rarement être impressionné par la performance, simplement parce qu'il a ça dans son pays. Et oui, tout ce qui va être drill, tout ce qui va être trap, c'est des choses qu'il a lui-même chez lui, tous les flows il les connaît, donc quand il va écouter un Gazo ou encore, je sais pas moi, un Caris, il va pas se dire « Oh, c'est nouveau », d'accord ? Par contre, là où le rappeur français peut réellement se démarquer, c'est lorsqu'il puise dans ses racines, c'est-à-dire dans le continent. Alors je vais vous raconter une petite histoire, j'ai eu l'occasion de faire un voyage presse en Afrique du Sud avec Spotify cette année, d'ailleurs big up à eux, et là-bas j'ai fait la rencontre d'une journaliste de Billboard qui me disait qu'elle écoutait de la musique française, et je me suis dit tiens c'est intéressant de la musique française, et je lui ai demandé de me parler de ses artistes favoris. Eh bien tous les artistes étaient afro, Taiki, Dadju, Franglish. Elle a cité ces noms-là, elle vient de LA. Je t'avoue que j'étais choqué, sachant qu'elle parle pas français en fait. Alors là, clairement, c'est possible de s'exporter aux US, je le savais. Et là, les artistes qui me regardent, vous avez l'une des clés qui vous permettrait de vous exporter à l'international. Appuyez-vous sur vos racines. Bref, dans notre culture en France, les premiers à avoir utilisé leurs racines pour se démarquer, pour faire une musique différente de ce qu'on pouvait voir sur le paysage musical, il y a Bisso Nabisso avec Secteur A, Dealer de Zouk, Raga Dancehall avec Passy et Jacob de Varieux, qu'il repose en paix, et bien sûr, le sujet du jour, R&B Fever avec Core et Scalp, et plus tard avec Core. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Core a annoncé le 5e opus de R&B Fever dans CKO, le meilleur podcast rap culture, avec le meilleur co-host du monde, Movie What Up, les meilleurs invités de la culture, whatever you wanna call it. Bref, on tout. Donc là-bas, il nous a annoncé qu'il allait sortir le 5e opus de R&B Fever. Et donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir un petit peu sur un sujet très particulier que je voulais traiter depuis longtemps, qui est l'influence de la musique arabe dans le hip-hop. D'accord ? Donc on va parler un petit peu des US, parce qu'il y a eu un arc très intéressant avec la musique arabe dont personne n'a encore parlé. Beaucoup de samples utilisés à une période, à mon avis, clé dans le rap US, qui a ensuite influencé le rap français, à mon avis, c'est mon analyse. Et ensuite, on va parler de l'influence de la musique nord-africaine et arabe sur le rap français et comment ensuite R&B Fever a réussi à se constituer. On va faire un gros focus sur R&B Fever parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Alors cette vidéo est en partenariat avec Awa et j'ai accepté de faire cette vidéo parce que j'ai tellement de souvenirs sur R&B Fever et ça me permet de pouvoir creuser le sujet de l'influence du monde oriental sur le hip-hop. Et je pense qu'on peut en apprendre à mort. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum. Alors on est disponible sur toutes les plateformes, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur TikTok, d'accord? D'ailleurs j'ai souvent eu des demandes de gens qui veulent découper des morceaux de mes vidéos pour les mettre sur TikTok. N'hésitez pas à le faire, juste n'oubliez pas de me mentionner, d'accord? Il n'y a vraiment pas de problème, servez-vous, d'accord? Et donc nous on va commencer cette vidéo, sans plus attendre, on y va. Alors avant de parler de l'Hexagone, parlons des US. Alors les plus jeunes ne l'ont pas vécu, mais au début des années 2000, il y a eu un arc musique orientale aux États-Unis. Donc on peut dire clairement que les rebeux avaient une vraie influence musicale, je veux dire, dans les prods des morceaux qui sortaient à cette époque-là. Et pas n'importe quel morceau, c'était les hits, d'accord? Et pour preuve, je vais te faire écouter plusieurs hits qui ont cartonné à ce moment-là, et te faire écouter les samples. Truth Hurts, Addictive, sorti en 2002. Eric Sermon, React. Alia, More Than a Woman, More Than a Woman. Braveheart, le groupe du petit frère de Nas, Uchiwali. Ladies make it hot, thugs make it hot, make it pop.
Et enfin, Jay-Z avec Bing Ping Pin. No, I thug 'em, hug 'em, love 'em, leave 'em, but I don't trust or need 'em. Take 'em out the hood, keep 'em looking good. Là, comme ça, je t'ai donné quelques hits, mais il y en avait encore tellement. Et tous ces morceaux-là, c'était pas juste des morceaux qui tournaient comme ça. Hein. Non, 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 c'était de véritables hits qui passaient à la radio, à la télé. Et moi, d'ailleurs, c'est dans ce climat-là, on va dire, c'est dans cette période-là que j'ai vraiment commencé à écouter du Peura. Et pour moi, c'était, on va dire, presque la base d'utiliser des samples de musique orientale. Je suis sûr, d'ailleurs, qu'en commentaire, vous pouvez en proposer d'autres. Alors, d'où vient cette trend d'aller piocher dans la musique orientale? Parce qu'il n'y a pas une si grande communauté arabe aux US. Eh bien, je vais te dire moi mon analyse. En fait, le hip-hop dans les années 90 était dominé par ce qu'on appelle la boom bap, le rap un peu plus traditionnel, qui a vraiment, on va dire, dominé et qui a vraiment posé les bases du mouvement, d'accord? Donc la musique est très grimy, tu vois, avec Def Jam qui propose des artistes très durs, tu vois, très froids. On va dire c'est surtout des artistes de la East Coast qui étaient dans ce délire-là. Le côté un peu plus chaleureux, on va dire que c'était plutôt la West Coast. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, le monde du hip-hop s'est rendu compte du potentiel commercial de cette musique, notamment avec MTV, avec les autres chaînes de musique, les radios. Et les clubs, d'ailleurs, étaient friands de hip-hop. Et donc, les producteurs qui, justement, ont produit énormément de musique boom bap, street, etc., étaient à la recherche d'une musique qui puisse faire danser les gars, les meufs, et qui soit accessible en club, mais aussi en radio. Et c'est là, à mon avis, qu'ils sont allés piocher dans la musique orientale, qui est très mélodique et qui permet justement d'être un peu plus dansante et un peu plus catchy. Et aussi, il faut dire une chose, ça commençait à ne plus être à la mode. Bah oui, parce que ça faisait déjà plus de 10 ans que les rappeurs faisaient de la boom bap et les artistes, tout comme les producteurs, étaient à la recherche d'une nouvelle musicalité, tu vois. Donc au début des années 2000, faire de la boom bap comme en 94, les gens soufflaient, quoi. Et pour que tu comprennes, c'est comme si aujourd'hui, les gens cherchent à faire de la musique comme les rappeurs SoundCloud de 2017. Tu vois, bon, c'est un peu hardcore de le dire comme ça, mais c'est pour que tu comprennes. Ou alors qu'un rappeur français essaye de faire de la trappe comme en 2015, exactement comme en 2015. Les seuls qui vont valider ça, c'est les anciens qui ont connu ça et qui vont se dire « Ah ouais, comme à l'ancienne et tout ». Mais les jeunes vont se dire « Ah, vas-y frérot, c'est du réchauffé, on connaît, tu vois ». Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'était plus à la mode au début des années 2000 de faire de la boom bap. Par contre, au début des années 2010, c'est revenu à la mode en France avec un 995 et aux US avec Joey Bada. C'est Tyler, The Creator aussi, qui rappait pas mal sur de la boom bap. Ça faisait 20 ans que c'était plus à la mode, donc c'est revenu à la mode. C'est comme aujourd'hui avec la mode Y2K. C'était à la mode au début des années 2000, t'aurais fait ça il y a 10 ans, t'aurais eu l'air complètement démodé de te mettre en baggy avec des grosses Timberland et des t-shirts énormes, ou avec un jersey comme j'ai d'ailleurs actuellement, de Couleur, la marque de mon pote. D'ailleurs, allez voir Couleur sur Instagram, grosse force à lui. Mais aujourd'hui, s'habiller comme dans les années 2000, c'est à la mode parce que ça fait 20 ans. Donc gardez bien en tête que les modes, c'est tous les 20 ans à peu près que ça revient, d'accord? Il y a pas mal d'éléments que tu as connus il y a 20 ans qui vont revenir parce que c'est de nouveau à la mode. Ça fait 20 ans, quoi. Voilà. Donc les artistes étaient à la recherche de nouvelles choses, et en plus de ça, tu avais énormément de producteurs qui étaient en train d'éclore, hyper futuristes dans leur approche. J'ai nommé Pharrell, Timbaland ou encore Just Blaze, qui se plaisaient justement à toucher à de nouvelles choses, explorer de nouveaux horizons. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que la musique orientale a autant dominé dans cette période-là. Et donc, à mon avis, ce qui se passait aux US a influencé dans cette période ce qui se passe en France, et c'est de là qu'on a commencé à avoir quelques hits comme ça, éclore ici et là, avec cette influence-là. Ça, c'est mon analyse, mais il y avait autre chose aussi qui se passait en France, qui est intéressant à regarder, on va en parler. En France aussi, on a eu une influence de la musique arabe dans le rap français, mais de manière moins caricaturale, simplement parce qu'on a la communauté maghrébine. Et dans cette zone de l'Afrique du Nord, rassemble différents peuples. Tu as les Amazides, les Touaregs, les Kabyles, et bien sûr, tu as les Arabes. Dans le langage courant, on dit arabe, mais en réalité, c'est plus complexe, il y a plein de peuples, etc. Mais ce qui est certain, c'est que la musique arabe et la musique maghrébine, en tout cas en partie, partagent des racines communes. Il y a une vraie influence qu'il y a eu dans cette zone-là, notamment par la religion. Pas mal de choses se sont diffusées, et donc la musique maghrébine a été influencée par la musique arabe et sûrement vice-versa. Et parmi les morceaux rap français qui ont été influencés par la musique arabe, il y en a un qui me vient en tête déjà, c'est Pas le temps pour les regrets de Lunatic, produit par Géraldo. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Lorsque tu regardes la date de sortie du morceau, c'est 2001, ça correspond parfaitement à cet arc que je t'ai décrit
aux US. Tu vois, c'était cette période-là où Pharrell et les autres produisaient tous les morceaux que je t'ai cités un peu plus tôt. Donc, à mon avis, Geraldo et globalement les producteurs français qui regardent ce qui se passe aux US se disent « Ok, ça c'est la nouvelle trend, on va pouvoir l'adapter au public français », ce qui est totalement normal. Et ça a donné donc l'excellent Pas le temps pour les regrets. Par contre, ce qu'on note, c'est que dans l'imagerie, il n'y a absolument rien de rebeu ou d'oriental. On est sur quelque chose de très rap français, très banlieue, streets, 9-2, tu vois ce que je veux dire? Par contre, le morceau qui aura non seulement l'imaginaire maghrébin, que ce soit dans les lyrics, dans le visuel, dans le concept, c'est bien sûr Rimka, tonton du Bled. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. En jouant sur son propre vécu, Rimka avait en réalité décrit le vécu de millions d'Algériens, Marocains et Tunisiens. Le morceau transpire le réalisme avec une touche d'humour, et même moi qui suis pas rebeu, quand je regarde le clip, je me dis mais c'est exactement comme ça que ça doit se passer en fait. Il y a tellement de détails et il y a tellement de points communs aussi avec la communauté africaine, subsaharienne que tu dis c'est exactement comme ça que ça doit se passer pour eux. Il le décrit en détail et je pense que c'est de là d'où vient le succès du morceau, c'est que ça transpire le réalisme et des millions de Maghrébins ont adhéré au morceau et en dehors de ça, même nous on a vu en quelque sorte notre vie à travers ce que Rimka décrivait. Cette histoire-là, c'est quelque chose qui est plus ou moins universel. Mais l'histoire va quand même toucher davantage les rebeux. Et parmi ces rebeux-là, il y en a un qui va vraiment voir ça comme un déclic dans sa carrière. Et ce rebeu, c'est Core du duo Core et Scalp. Les deux tartes que je me mange avant, c'est Parisien du Nord avec Chef Mami et Kamel d'Alliance Ethnique. Et tonton du Bled. Quand ça sort, je me rappelle, je suis chez moi, je l'écoute à la radio, je me dis, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est possible. Ouais. Ça y est, tu vois. Et en plus, super bien écrit, tous les codes. C'est-à-dire que tu fermes les yeux de ce qu'il dit et tu l'as vécu de A à Z. Tu vois, et il y a cette magie-là. Et je pense que ça prend tellement le pas sur comment on doit se différencier, comment machin. Bah vas-y, on va faire ce truc qui est simple, qui est que quand tu pars au bled, dans la voiture avec tes parents, c'est Cheb Hasni, c'est Khaled, Mami, Zawani et tout. Et puis quand t'arrives au doublé, devant tes coups, c'est Bobby Brown, tu fais écouter du Wu-Tang, du truc, du machin. Et c'est cet accident en fait qui crée le truc, tu vois. Alors parlons du duo Core et Scalp. Le duo de producteurs commence à se faire connaître à la fin des années 90, début des années 2000 en produisant pour les plus grosses pointures du rap et du R&B français. Willy Denzel, Leslie, 113, Diam, Cynic. Et en parallèle des artistes, le duo avait également produit la BO de Taxi 3. Alors après de tels accomplissements, le duo était à la recherche de nouveaux challenges, tu vois. Ils savaient qu'effectivement, ils allaient continuer à produire pour les plus grosses pointures du rap et du R&B, mais l'idée c'était d'explorer de nouvelles choses en fait. Et c'est de là qu'ils se sont dit ça peut être intéressant d'exploiter la musique de nos racines. Et ça tombe bien puisque la musique de son pays d'origine, qui est l'Algérie, avait fait danser toute la France dans les années 90. Ça s'était un petit peu essoufflé dans les années 2000, mais il y avait toujours quelque chose qui était là. Je parle bien sûr du rail. Alors, qu'est-ce que c'est le rail et d'où vient cette musique? Tu as déjà un élément de réponse, je te l'ai dit un peu plus tôt, ça vient d'Algérie. Mais pour vraiment comprendre cette musique, il faut retourner à Oran dans les années 70. À ce moment-là, la ville d'Algérie est la deuxième plus grande du pays. Elle connaît une forte croissance urbaine en raison de la migration rurale et de l'industrialisation. Cette ville sera également à l'avant-garde culturelle du pays, notamment avec l'émergence donc du rail, la musique qui tire ses racines de différents styles musicaux traditionnels venus d'Algérie. Le melhoun, le meldahat, mêler tout ça à des instruments modernes. Alors ce qui fait le succès du rail, c'est la diversité des sujets abordés. On va parler de religion, on va parler d'amour, on va parler d'exil, mais aussi on va parler d'alcool, de souffrance. En fait, cette musique-là est vue très vite comme une musique subversive en Algérie parce que les artistes sont très libres dans leur thématique et c'est pas forcément ce qui va aller dans le sens de la société algérienne à ce moment-là, on va en reparler. Mais ce qui est clair, c'est que la jeunesse oranaise, algérienne et plus globalement maghrébine par la suite va être touchée par cette musique. Et comment ils ont choisi le nom Rail comme nom de style musical? Pour ça, il faut aller voir Botaïba Skrir. Botaïba Skrir. Botaïba Skrir. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Bref, je l'écris là à l'écran, les rebeux, vous saurez exactement comment le dire. Botaïba Skrir est l'un des pionniers du genre et roi de celle-ci selon Khaled lui-même. Botaïba Skrir chantait à un moment donné Harai.
Il chantait ça, Arai. Il arrêtait pas de dire ça, Arai. Et apparemment, ça veut dire, ah, j'ai fait une erreur, je me suis trompé de chemin, je regrette. Et il répétait ça comme ça dans un morceau qui a cartonné dans les années 80 à Oran et globalement en Algérie. Et à un moment donné, lorsqu'il fallait exporter cette musique, il fallait bien avoir un nom pour bien définir ce que c'est. Et c'est de là qu'ils ont décidé de reprendre ce mot qu'il utilisait à chaque fois dans sa musique, Arai, et ils ont choisi rail. Et ils ont dit, voilà, c'est du rail. Voilà, cette information, je la tire d'un excellent documentaire que j'ai vu sur Arte sur la musique rail. C'est en 6 épisodes. Vraiment, Arte, ils sont très chauds sur le documentaire. Ceux qui sont intéressés par le sujet, allez voir ce documentaire. Vous allez en apprendre énormément comme j'ai pu en apprendre. Et d'ailleurs, il y a d'autres pères fondateurs de cette musique. Avant lui, il y avait notamment Chera Remiti ou encore Messaoud Belmou. Mais ceux qui propulseront ce style musical à l'international et en particulier en France sont Cheb Mami, Sheba Fadila, Faudel, qui est un produit quand même premièrement français, et la plus grande star à ma connaissance, le Drake de cette musique ou le Jay-Z de cette musique, j'ai nommé Khaled. Aïcha, écoute-moi. Alors la question quand même qu'on peut se poser, c'est est-ce que Aïcha c'est aussi un morceau rail? Est-ce que Aïcha c'est du rail? Est-ce que tous les critères sont réunis? Parce que Aïcha c'était un énorme hit, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut dire que c'est autre chose, mais peut-être que c'est du rail. Bref, les experts du genre, dites-moi tout en commentaire. Alors le succès des railmen en France va faire contraste avec ce qui se passe au pays. Alors que l'Algérie connaît une période noire dans les années 90, tous les artistes intellectuels s'exilent en France et les chanteurs de rail en tête de liste. Et c'est au moment où le climat politique se corse en Algérie, limitant de plus en plus les libertés individuelles, que les artistes rail, eux, connaissent leur prime dans l'Hexagone, avec Khaled, Faudel et Cheb Mami. Et d'ailleurs, Cheb Mami, je me suis rappelé d'un morceau, et d'ailleurs, Kor en a parlé dans le podcast Sikeo, il a parlé du morceau Parisien du Nord, et c'est vrai quand il l'a dit comme ça, je me rappelais plus exactement de quel morceau c'était. Et je suis allé googler ça pour mon LSD, et je suis tombé sur un vestige du passé, et j'ai l'impression d'être retourné à mes 10 ans. C'est ce morceau. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Donc ce morceau-là, c'était un méga hit. En tout cas pour moi, il passait sur M6, il passait partout. C'était un morceau que je kiffais. Et comme ça, là, je suis tombé dessus, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment une dinguerie. Bref, ça m'a ramené au passé. Donc voilà, pour ceux qui connaissent le morceau, normalement ça vous a réveillé beaucoup de souvenirs parce que il n'y a pas moyen que vous ayez eu l'occasion de retourner sur ce morceau. Là, c'est l'occasion. Et c'est ça la beauté des LSD. Et donc je te disais que le prime du rail se fait dans les années 90, mais il se fait en réalité autour d'un projet précis. L'événement musical à Bercy tout à l'heure avec sur la même scène les ténors du rail, Rachid Taha, Khaled et Faudel, un méga concert pour cette musique qui s'adresse à un public de plus en plus large, un spectacle baptisé 1, 2, 3 Soleil, Caroline Laudrin et Éric Delagny. Composé d'abord de Khaled, Faudel et Cheb Mami, qui sera ensuite remplacé par Rachid Taha pour des histoires de labels, de concurrence, bref, c'était plus arrangeant d'avoir Rachid Taha que Cheb Mami. 1, 2, 3 Soleil sera un album live et un grand concert organisé à Bercy qui marquera l'apogée du rail en France. La dynamique Black Blamber de cette période avec la Coupe du Monde et le succès du rail était le moyen de montrer que le vivre ensemble était possible et que le français moyen peut apprécier la culture algérienne. Mais malheureusement, les buts de Zidane en Coupe du Monde ou encore le morceau Aïcha, écoute-moi de Khaled ne va pas être suffisant à stopper ce qui va arriver. Et tu sais de quoi je veux parler. Il était 8h56 à New York. Un Boeing vient de percuter le World Trade Center. 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Alors il est clair qu'après le 11 septembre, la culture du Moyen-Orient
et du Maghreb globalement, bref, on va le dire clairement, hein, tout ce qui touche à l'islam, a souffert fortement du 11 septembre. Ça a été une période assez compliquée. D'ailleurs, je me rappelle très bien que dans une réédition de l'album de Biggie, le morceau Juicy avait été censuré. Je sais que dans cette période-là, ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Et ce qui est très bizarre, parce que ça coïncide avec l'arc rebeu qu'il y avait dans le rap US. Mais bref. Et c'est vrai qu'en France, lorsque Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour, c'est comme si c'était un petit peu officiel que toute la culture, on va dire, maghrébine n'était plus à la mode en France. Ça a envoyé un signal en quelque sorte à la société. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y avait d'autres facteurs. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait vraiment des gatekeepers en maison de disques. Et si tous ces gatekeepers, donc ces personnes qui contrôlent un peu l'industrie, qui font, on va dire, la pluie et le bon temps, décident que c'est plus à la mode pour X ou Y raison, et ben ce n'est plus à la mode. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans cette période-là, je sais pas, les directeurs de maison de disques avaient jugé que après 1, 2, 3 soleils, on était arrivé au top du top de ce que cette musique pouvait proposer et tout le monde est passé en quelque sorte à autre chose. Mais ça veut pas dire que le public, lui, est réellement passé à autre chose. Et à ça, tu ajoutes le fait que les leaders de ce mouvement-là avaient été condamnés de part et d'autre par la justice, bref, ils ont souffert d'une mauvaise presse à ce moment-là, et le rail a commencé sérieusement, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, à s'essouffler au début des années 2000. Et c'est là où on revient maintenant à Corps et Scalp, qui voit le succès de Rimka avec Tonton du Bled, ou encore de Cheb Mami et de Kamel avec Parisien du Nord, et il se dit, mais attends, si le morceau de Rimka marche comme il marche là, c'est qu'il y a de l'espoir, c'est qu'il y a quelque chose à faire, et ça tombe bien, on a envie d'explorer de nouvelles contrées musicalement. Et à côté de ça, on est des experts du rap, du R&B, il y a forcément quelque chose à faire, on va pouvoir mélanger les deux. Et c'est de là qu'ils se sont dit, on va mélanger le rail et le R&B pour créer R&B Fever. L'épopée R&B Fever débute en 2004 sous forme d'une compilation rassemblant quelques-uns des plus grands chanteurs de rail de l'époque, d'R&B, et à ça tu ajoutes quelques rappeurs histoire de pimenter le tout. Et à côté de ça, R&B a aussi accompagné le run de Magic System. Tu te rappelles de Magic System? Tous les étés, il y avait un gros single et très souvent, c'était Corps qui était derrière ces singles-là. Et clairement, on peut dire que Magic System, c'était le cheat code. Hein. Il fallait un gros single de Magic System. Et bien sûr, après, il y avait plein d'autres types de morceaux, mais Magic System, c'était un petit peu une constante. On va y revenir. Et en plus de rassembler quelques-uns des meilleurs chanteurs dans tous les styles musicaux, tu avais aussi une révélation dans ce projet. Et il s'agit d'Amine, un chanteur d'R&B qui mélange rail et R&B et qui s'est révélé dans la compilation. Clairement, Amine, c'était la personnification de R&B Fever. D'ailleurs, grâce à cette compilation, il va devenir en quelque sorte une référence dans la musique maghrébine dans l'Hexagone. Il fera des feats avec beaucoup de rappeurs français. Ce sera l'artiste qui est à la fois suffisamment populaire auprès de la communauté maghrébine, mais qui a en même temps une forme d'ouverture sur la France. Et petite information pour ceux qui ne savent pas, Amine, c'est le grand frère de Nazkid. D'ailleurs, on te salue. Et à côté de ça, tu as bien sûr Leslie, la chanteuse d'R&B, qui elle aussi avait une forte popularité dans cette période-là, que ce soit dans ses albums en solo, et aussi à travers les R&B Fever qui lui ont donné aussi une énorme visibilité. Alors, Leslie, c'est aussi accessoirement la femme de Corps et qui a aussi beaucoup aidé Corps à fonder Awa, d'accord? Il nous en a parlé d'ailleurs dans le podcast de Sikeo, le meilleur podcast en France. Ouais, bref, j'arrête. Le podcast, donc Sikeo, il en parle. Et donc, la force de R&B Fever, c'est que c'était très porté donc sur tout ce qui était très contemporain, moderne, mais il y avait aussi un regard sur le passé, parce que, comme je te l'ai dit, cette musique vient de quelque part, a des racines, et lorsque tu connais quelques références et quand tu as fait quelques recherches comme moi, tu te rends compte que, par exemple, il y a un morceau hommage à l'une des fondatrices du rail. J'ai d'ailleurs donné son nom un peu plus tôt, c'est la boss finale du genre. Il s'agit de Shera Remiti, et le morceau est nommé Remiti Ridim.
là, c'est quand même une dinguerie parce qu'on est sur Chera Remiti, qui est donc une Algérienne. Et après, il y a le mot Ridim. Ridim, c'est typiquement jamaïcain, tu vois. C'est quand il y a un morceau, une instru qui est faite et qui va d'ailleurs être donnée à toutes sortes d'artistes pour que ces artistes-là puissent poser dessus. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo de Usain Bolt d'ailleurs, je t'invite à aller la voir. Et ben, là, c'est drôle parce que c'est vraiment ça en quelque sorte, R&B Fever, c'est vraiment la réunion de plusieurs univers différents pour créer quelque chose de nouveau. Donc on a un peu de Jamaïque quelque part, un petit peu d'Algérie, on a du R&B, du rap avec du rail et avec un concept finalement jamaïcain. C'est très intéressant. D'ailleurs, pour information, elle a tellement marqué cette musique qu'elle a une rue qui lui est dédiée à Barbès, parce qu'elle a vécu là-bas, donc c'est te dire. Alors plutôt, je te parlais du climat politique qui a beaucoup changé après les élections présidentielles de 2002, tu sais, lorsque Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour. Eh bien, Core et Scalp se sont amusés de ça, en quelque sorte, dans le projet, en invitant un duo d'humoristes. Alors, il y en a un qui est français d'origine sénégalaise, et le second qui est originaire de la Corse. Donc c'est un duo qui a été lancé par Jamel Debbouze, et il s'agit d'Omar et Fred. Et Omar et Fred, en quelque sorte hosté, je dirais qu'ils ont eu quelques moments dans le projet, en intro et un peu plus tard, où justement, l'un imite la voix de Jean-Marie Le Pen, et l'autre fait l'accent de l'Algérien avec l'accent du pays, en quelque sorte. Et en gros, l'idée, c'est que l'Algérien dit qu'il veut simplement faire la fête, et que R&B Fever est fait pour ça, pour rassembler, pour fédérer les gens, et faire en sorte que le français, l'Algérien, le congolais, ce que tu veux, puissent danser autour de la même musique. Et c'est R&B Fever. Nous sommes Omar et Fred. Oui, madame, parce qu'on cherchait la compil R&B Fever du Core et Scalp. Alors sur le moment, d'après les dires de Core, c'était pas forcément l'objectif, en fait, du moins il s'en rendait pas forcément compte, mais moi qui regarde les choses avec un petit peu de recul, il faut savoir que c'est la période où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et qu'il avait parlé du Karcher, tu vois, et un an plus tard, on a eu les émeutes de banlieue, donc le climat était plutôt tendu. Donc quand tu as un projet comme R&B Fever, c'est un projet qui fait finalement contraste avec ce qui se passait à l'époque, et il faut savoir que dans cette époque-là, le rap français était beaucoup plus conscient, beaucoup plus connecté au réel, tu vois, à ce qui se passait dans nos cités, dans nos banlieues, tu vois. Donc le rap était très sérieux, bien sûr, il y avait de la musique festive, mais globalement, t'avais tous les plus gros rappeurs qui avaient au moins fait une phase sur ce qui se passait en banlieue, et c'était même pas une dinguerie de le faire, ça faisait partie de ce qui était cool, de critiquer ce qui se passait dans nos banlieues. Aujourd'hui, on va mettre ça dans la case conscient. Ah oui, il a pris l'initiative de... Non, à l'époque, il se posait même pas la question, c'est bah ouais, enfin je veux dire, je suis de là, j'en parle, et c'est ce que mon audience veut entendre, quoi, tu vois. Entre modernité et tradition, France et Maghreb, Amérique et Europe, rail et R&B Fever est le projet qui se situe au carrefour de plusieurs univers musicaux. Cette compilation représente à merveille l'identité d'un enfant d'immigré qui est issu de plusieurs influences qui le définit. Il y a un peu de France, un peu d'Algérie, d'Amérique en lui, et compose avec toutes ces influences pour en faire quelque chose de digeste, cohérent, et le résultat plaît puisqu'il devient disque d'or en même pas 6 mois après sa sortie. Et à l'époque, disque d'or en 6 mois après sa sortie, ça représente 100 000 copies vendues, d'accord? Physique, hein, il n'y a pas de stream ou quoi à cette époque-là, et la vente de morceaux en digital et le téléchargement est illégal, d'accord? D'ailleurs, va voir ma vidéo sur Spotify, j'en parle. On n'est pas du tout dans la période où tu vas acheter de la musique ou streamer, donc c'est vraiment des gens qui se déplacent pour acheter le CD, donc c'est un énorme succès. Alors moi, je vais te donner mon avis parce que j'ai vu le CD arriver. Alors, pour être très honnête, quand le CD sort, j'ai 13 ans à peu près. Je vais pas te dire que à cet âge-là, je demandais à mes parents d'aller m'acheter le CD de R&B Fever. Non, moi, à cette époque-là, j'étais Ludacris, Kanye West qui vient d'arriver, Jay-Z, Exhibit Dre. Dans le rap français, j'avais tout ce qui est Booba, tout ce qui est cynique et tout ça. Donc, j'étais dans le rap français cool et un peu dur. Et dans le rap US, tout ce qu'il y a de plus cool, entre guillemets, tu vois. Et quand j'entendais, tu vois, un Go à Oran, ça passait sur MCM, je laissais passer la musique parce que la sonorité était sympa, mais j'étais pas là à me dire « Ah, c'est trop bien, le morceau vient de passer, c'est du lourd, tu vois. » Donc c'est vraiment quelque chose qui était global et qui n'était pas forcément adressé à moi directement. Par contre, avec le recul, maintenant que je suis un peu plus grand et que j'ai pris en maturité, quand j'ai remis le morceau Go à Oran, ça m'a ramené à des souvenirs et à mon adolescence, et en fait j'ai une forme de tendresse pour toutes ces chansons-là qui étaient, tu vois, un peu bienveillantes, rigolotes, et qui avaient un côté presque naïf dans l'approche de « on peut être tous ensemble en fait ».
Tu vois, là le projet c'est R&B Fever, mais vas-y, les Ivoiriens, vous avez Magic System, c'est lourd, vous venez, on va mettre Gou. Gou, il était super drôle et il commençait vraiment à être connu dans l'Hexagone, donc on va le mettre dans le clip, on va créer quelque chose de cool. Et c'est ça que j'aime particulièrement aujourd'hui avec R&B Fever, c'est ce côté fédérateur qu'on n'avait pas souvent en fait dans le paysage musical français. Et autre chose très importante, R&B Fever avec le recul, avec d'autres bien sûr, a contribué à créer ce qu'on appelle aujourd'hui la pop urbaine. Alors le mot urbain je l'aime pas beaucoup, mais finalement il est pratique. Et je dis ça pourquoi? Parce que ça rassemble finalement toute la culture de la musique d'immigrés. Tu vois, je sais pas s'il y a un autre terme, hein, mais tu peux pas dire hip-hop, parce que par exemple une Aya elle est pas hip-hop, tu peux pas dire R&B non plus, donc et puis t'as le rail, donc t'as la culture aussi maghrébine dedans qui rentre dans le côté urbain comme ils disent. Donc j'ai pas d'autres mots valises pour expliquer toute cette culture, mais ce que je veux dire c'est que la culture populaire qui vient de nos quartiers, d'accord, connaît une grosse popularité aujourd'hui, et je pense que des projets comme R&B Fever ont posé les bases, et je dirais même plus que ça, on fait en sorte de la faire cartonner, on crée un premier momentum qui a permis ensuite à des artistes comme Maître Gims de sortir des morceaux comme Sapé comme jamais, à des artistes comme MAG plus tard à faire de l'afro-trap en se disant que ça peut fonctionner, à des artistes comme Soul King de faire ce qu'ils font. Moi je pense que c'est vraiment le projet qui a posé les bases de tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais clairement je pense que la data et l'histoire nous montre que c'est l'un des premiers projets à avoir été à l'initiative de ce mélange de genres et de rendre cette musique populaire auprès d'un public français qui n'est pas forcément connaisseur de cette musique au départ. Après le succès de la première compile, la machine est relancée pour un second opus 2 ans plus tard. Mais entre-temps, il y a de l'eau dans le gaz entre Corps et Scalp, une histoire assez classique, problème d'ego, d'argent, les raisons habituelles. Je pense qu'on a eu tellement de succès ensemble qu'il y a un moment donné où c'est presque logique, tu vois, que le truc s'estompe. Après nous, ça s'arrêtait un peu de manière sec, tu vois. Sur l'humain, on s'est mis en danger, lui et moi, en fait. Lui, peut-être à l'époque, laissait passer des choses. Et moi, super sensible à ça, tu vois. Pour moi, c'était toujours le truc pour le mob, tu vois. Et du coup, tu sais, t'arrives avec tes pattes d'ours et tu peux aussi blesser. Tu vois, lui, il était plus fragile que moi. Et avec du recul, aujourd'hui, ça, je le reconnais et je lui souhaite vraiment le meilleur. Donc ils finiront par se séparer, Corps reste à la houlette du projet et intègre son petit frère Belek pour le R&B Fever 2. Mais à l'exception de ce changement, c'est plus ou moins la même chose. On ne change pas une équipe, bah en fait si on change l'équipe, mais la recette ne change pas. Donc Corps et Belek présentent R&B Fever 2, un gros single de Magic System. Des Raymen énervés. Le trio d'R&B gagnant, des rappeurs de renom, originaire de ma terre, t'accueille frère, je vis à deuil même si j'ai grandi sur Paris. Bien sûr quelques nouveaux talents et des invités de marques français et internationaux. Coucou Améry ou Kelly Rowland, oui. Le disque finira disque d'or. R&B Fever 3, rebelote. Magic System, des Raymen. Le trio gagnant, le R&B. Du rap, cynique. Et plein d'invités. Et ce sera encore un carton. R&B Fever 4. Ah là, les choses commencent un petit peu à s'essouffler. Il faut dire qu'on n'est plus à la même époque. Les artistes qui cartonnaient ont commencé à raccrocher les gants. Magic System, c'est plus la même chose que dans les années 2000. D'ailleurs, leur single dans le projet fait moins de bruit. Leslie et Willy Denze ne sont plus dans la compile d'ailleurs. Mais la recette garde quand même un petit peu ses bases. Il y a toujours des Raymen et plus de rappeurs cette fois-ci. Et donc à partir de là, les choses se calment parce que Corps comprend qu'on a changé d'époque et que ça ne sert à rien de tirer le concept ad vitam aeternam. Après plusieurs années sur d'autres projets, Corps décide de relancer la compilation R&B Fever. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que ça fait 20 ans. Ouais, cette année ça fait 20 ans que le premier R&B Fever est sorti et c'est l'occasion rêvée de remettre le couvert en modernisant un petit peu tout ça. En 2023, il annonce le volume 5 et dévoile plusieurs singles qui vont cartonner. Corps et Hamza, avec le morceau Layla, qui est d'ailleurs disque d'or les refs. Hein. Et d'ailleurs, on l'a pas montré sur Sikeo, mais on lui a quand même remis son disque d'or, d'accord, pour ce morceau-là. Donc ça c'est... Voilà, c'est la culture quoi. Dis-moi ce que tu veux là, dis-moi tout ce que tu veux là, ce que j'ai dans la vie. Ne vois
À titre personnel, après, il y a eu le morceau Anawana que j'ai beaucoup aimé. Alors, pourquoi je l'ai beaucoup aimé, Core? Il n'a pas compris d'ailleurs pourquoi, mais je sais pas, j'aime trop la vibe du morceau et même le clip, comment il est tourné. Je crois que le clip m'a beaucoup aidé à kiffer le single. J'aurais moins kiffé s'il n'y avait pas le clip. Ça c'est certain. Et enfin, tu as le morceau avec Leslie et Franglish dans les veines qui cartonne également. Baby, je suis là pour toi. Dans ton cœur, tu peux compter sur moi. Et là, on ressent le côté afro. Bon, là, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il va y avoir un single de Magic System dans le lot? Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura quelque chose. À l'occasion du retour de la compile, Core a annoncé un concert à l'Olympia le 13 février 2025. Les places sont disponibles sur le compte Instagram de Core. Et d'ailleurs, R&B Fever n'est pas à son coup d'essai avec les concerts. Un grand concert a été organisé pour fêter les 3 premières compiles à Bercy devant 12 000 personnes. Et d'ailleurs, la majorité des artistes des 3 premiers opus étaient présents pour faire la fête. Ensuite, les bénéfices de cet événement ont été reversés à une association. Et donc, ce que je peux conclure, alors quand on regarde aujourd'hui et quand on voit qu'une compilation revient comme ça au bout de 20 ans, on peut se dire qu'elle est toujours autant pertinente, mais c'est juste la forme qui doit un petit peu changer. Mais dans tous les cas, la France a toujours plus ou moins les mêmes problématiques. Et je te disais qu'au moment où le projet est sorti, c'était une période où c'était compliqué pour les banlieues par rapport aux violences policières, etc. Aujourd'hui, la situation est même pire en quelque sorte. Donc, ça c'est ouf de se dire que finalement le projet a évolué avec certains objectifs qui ont été remplis musicalement parlant, mais que la France connaît toujours cette fracture qui a continué à prendre de l'ampleur, si tu veux. Et donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le projet R&B Fever, c'est vraiment le projet, on va dire, qui a permis de rationaliser en fait le fait d'avoir plusieurs influences différentes et de se dire que c'est totalement normal. Aujourd'hui, tu n'es plus obligé de choisir, ok? Avec l'émergence d'Internet, on choisit plus vraiment, tu vois, on aime plein de choses, on les mélange. À l'époque, c'était pas aussi évident, mais en soi, le projet était précurseur dans cette idée de mélanger les genres et de se dire que c'est ok d'être français, d'avoir des origines et d'aimer ses origines, de les incorporer dans son art et d'aimer une musique qui vient d'outre-Atlantique et de l'incorporer également. Donc c'est en ça que le projet est très beau et je trouve avec le recul que c'est l'un des projets les plus importants, on va dire, de notre culture en France. C'est dit et c'est ce que je pense sincèrement. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec mes propos? Est-ce que tu penses que R&B Fever est l'un des projets les plus importants pour ce que je t'ai cité là? Ou est-ce que tu penses que je force ou quoi? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un LSD comme ça, très culture et tout. Moi, j'adore ça. Donc, n'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum, d'accord? N'oublie pas d'aller nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. D'ailleurs, on est disponible aussi sur les plateformes de streaming. On est en particulier sur Spotify, d'accord? Donc, le lien est là-bas. Si tu veux nous regarder là-bas, vas-y, n'hésite surtout pas. Et moi, je te dis à très vite. On va repartir à fond les ballons, ok? Et c'était Major d'Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers!